Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le 20 septembre, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a organisé un débat des partis pour les élections provinciales 2022. Ce débat bilingue portait principalement sur les enjeux prioritaires des Premières Nations selon la PNQL. La coalition Avenir Québec, Parti libéral du Québec, Parti québécois et Québec solidaire ont accepté l'invitation. L'émission spéciale d'aujourd'hui présentera une sélection des moments les plus intéressants du débat. Nos services de police sont extrêmement sous-financés. Des comités techniques travaillent à proposer des solutions favorables et inclusives aux besoins de chaque nation. Vos gouvernements sont-ils prêts à poursuivre les discussions, à respecter les besoins de chaque communauté ou même à travailler de façon concertée avec les gouvernements des Premières Nations? Mais surtout, êtes-vous prêts à considérer ces services comme essentiels? Je pense qu'on a des exemples très récents quand on regarde ce qui se passe avec Winaway, où il n'y avait pas de desserte policière, et on a réussi à créer une communauté avec TFN, avec Kibawak. Je veux remercier les deux chefs qui sont ici aujourd'hui, qui font en sorte que c'est possible. Donc, on a changé la donne, on a changé la façon de faire la police à cet endroit-là. Et le comité technique regarde d'autres possibilités au Québec, que d'autres nations travaillent ensemble pour avoir une régionalisation. Dès notre arrivée, on a mis plus d'argent pour la formation des policiers, plus d'argent pour la formation initiale, la formation spécialisée. Il y a la sécurité publique, mais moi, ce qui me vient tout de suite après, c'est toutes les infrastructures en santé aussi. Je sais qu'il y a un bloc là-dessus, mais à laquelle j'ai aussi la même préoccupation. En fait, je veux plus qu'au Québec, il y ait des citoyens de seconde zone. Ce que je veux, c'est que tout le monde qui vit sur ce magnifique territoire, qui cohabitent sur ce magnifique territoire, aient les mêmes services et droit aux mêmes services. Alors oui, pour la police. C'est sûr qu'il y a des besoins différents selon les nations. Il faut reconnaître ça, puis selon même les communautés à l'intérieur des différentes nations, y compris la nation québécoise. Donc, il faut être ouvert à ça, il faut le dire. Puis après, il faut travailler pour pouvoir mettre de l'avant les projets. On est d'accord on est d'accord avec donc l'esprit général d'avoir des corps de police autochtones. Pour ça, mais effectivement, les enjeux de rétention de policiers autochtones, policières autochtones est fondamental aussi. Les communautés des Premières Nations ont trop longtemps été spectatrices des projets de développement des énergies renouvelables développés sur leur territoire et veulent dorénavant être des parties prenantes actives de tout projet. Comment comptez-vous favoriser la participation des communautés des Premières Nations aux projets qui sont développés sur leur territoire? Quelle place pourriez-vous faire aux nations autochtones dans la lutte au changement climatique du Québec? Les énergies qu'on va avoir besoin, par exemple, pour l'électrification des transports, il y a des bonnes chances qu'ils soient reliés d'une manière ou d'une autre au territoire où est-ce qu'il y a beaucoup de nations en ce moment. Donc, ça va être fondamental de le faire en amont. Que les discussions aient lieu en amont et non attendre après des annonces pour que ça ait lieu. Le développement éolien se fait naturellement beaucoup dans le nord québécois s'il y a du développement éolien à faire. Bon, les barrages, on est moins... c'est pas notre projet initial, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas exister, mais nécessairement, il faut en parler avant. Donc, c'est sûr qu'il n'y a aucune possibilité de le faire sans les nations autochtones. On a des exemples partout au Québec où il y a des projets qui étaient faits en collaboration. Alors, c'est sûr, il faut s'assurer qu'il y a l'argent qui est disponible, qu'une communauté, s'il veut investir dans les technologies, dans les projets renouvelables, qu'on peut aider eux autres pour chercher ces argents-là puis développer ça en collaboration. Mais c'est sûr que les impacts, les changements climatiques vont avoir un gros impact sur les peuples autochtones, particulièrement dans le Nord. Alors, il faut prendre action tous ensemble. Si on veut parler d'économie verte, si on veut parler de réduire les gaz à effet de serre, c'est clair, si on prend de l'énergie renouvelable, on a déjà de beaux projets, je l'ai dit tantôt, avec Apuiat. On a un beau partenariat avec les Mohawks de Kanawagé. Et il y a plusieurs centrales au fil de l'eau qui ont été offertes par des communautés qui sont ici dans la salle. Je pense à Kidigandibi, Kebawek, qui voulaient faire des mini-centrales au fil de l'eau. Il y a de l'éolienne, il y a au fil de l'eau. On a vu une centrale aussi au fil de l'eau au Nunavik. Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr qu'on ne peut pas le développer tout seul, il faut le faire ensemble, parce qu'au final, si on veut baisser nos gaz à effet de serre, il faut vraiment changer notre façon de faire. Québec solidaire a déposé un plan qu'on appelle Vision 2030, qui est clairement notre engagement face à la question des changements climatiques et tout l'engagement financier, mais aussi d'action, dans lequel dès le début, on positionne le rôle d'égal à égal, de main dans la main,
qu'on veut avoir avec les gens des Premières Nations pour enligner le travail, pour faire le développement que la planète a besoin. Quelles sont les actions concrètes que votre parti s'engage à poser pour soutenir et promouvoir la compétence en langue autochtone au Québec? Oui, c'est important d'en faire la protection. On a investi aussi dans les médias autochtones, entre autres les radios communautaires. On sait à quel point c'est vital dans une communauté. On l'a bien vu pendant la pandémie, c'était la meilleure façon de communiquer, de connecter avec les gens des communautés. Alors, c'est ce qu'on fait présentement, mais définitivement, langue, culture autochtone, c'est une priorité pour nous. C'est pas pour rien qu'on l'a mis comme une priorité dans notre plan d'action sociale, mais on veut le faire avec vous, puis on ne veut pas l'imposer, on va trouver la bonne façon ensemble. Il n'y a rien comme un francophone en Amérique du Nord pour savoir comment protéger ses langues, c'est important. Et encore plus quand tu es une Première Nation qu'on a forcé à oublier sa langue. Alors, moi, je pense qu'il y a des gestes à faire, il y a de l'argent à investir. J'ai bien compris, vous avez cette responsabilité-là, mais moi, comme État québécois un moment donné, j'ai la responsabilité de vous accompagner là-dedans. Comme francophone en Amérique, en fait, la lutte pour la protection, par exemple, le rayonnement de la langue française, c'est d'abord et avant tout la lutte pour la diversité linguistique. Et j'ajouterais la diversité culturelle, parce que, bien sûr, la langue, c'est le fondement de la culture, c'est le fondement de l'identité, mais c'est le fondement même de l'existence même comme nation, quand on a des langues minoritaires comme les nôtres. Donc, il faut vous accompagner. C'est important, effectivement, qu'on n'aille pas, que ce soit pas le gouvernement québécois qui mette ses deux pieds dans les plats en vous disant quoi faire. Donc, il faut qu'on y aille de concert, il faut qu'on vous soutienne. Je pense que M. Lafrenière a mentionné qu'il y a un programme qui est en place, qui a été mis en place par un gouvernement libéral pour investir dans les langues et les cultures autochtones. Et je pense que ça, c'est important pour s'assurer qu'il y a des personnes, si c'est un projet de dictionnaire, si c'est un projet d'investir dans des gens qui peuvent enseigner dans les écoles, trouver ces moyens pour s'assurer la vitalité des langues autochtones partout sur le territoire du Québec. Sur le côté culturel, je pense qu'il y a plusieurs exemples des musées autochtones qu'on peut continuer d'investir dedans. Après la pause, le débat portera sur les logements, le service de santé et la loi C-92. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour la deuxième partie du débat, les discussions portaient sur la crise du logement dans les communautés, l'accès aux soins de santé de qualité, ainsi que sur la protection à l'enfance et l'objection du Québec à la loi C-92. Les voici. L'accès à des logements adéquats est essentiel au bien-être social et économique des Autochtones. Le logement est une priorité absolue des chefs des Premières Nations, car l'amélioration des conditions de vie par l'investissement dans le logement a pour effet de contribuer à réduire les enjeux sur d'autres plans, comme la santé, l'éducation, le développement économique, etc. Votre parti entend-il investir dans le logement à l'intérieur des communautés des Premières Nations en complémentarité à des programmes fédéraux existants? Oui, ben c'est pour ça qu'on veut réécrire une constitution. Ça marche pas, ça. Québec, Canada, c'est à qui ça revient? Crime. Il y a plein de monde qui vivent surpeuplés dans le logement. À chaque fois qu'on visite une communauté, que ce soit dans le Grand Nord ou proche ici autour, c'est l'enjeu majeur. Alors, oui, il faut être capable d'investir. Québec solidaire veut construire du logement social, veut jouer son rôle de leadership pour faire en sorte qu'on ne s'enfarge plus d'un fleur du tapis en matière d'investissement pour du logement. C'est une question de dignité. Le logement, c'est un des critères fondamentaux qui permet, en fond, c'est le premier critère qui permet de lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment... On est vraiment dans des besoins de base, là. Il faut agir là-dessus. Je suis aussi responsable du cadre financier de notre parti, donc je peux vous dire qu'on est le parti qui veut mettre le plus d'argent de manière générale en logement. Donc, il faut qu'une partie pertinente et appropriée aide aux Autochtones. Puis, comme parti indépendantiste, je peux vous dire qu'on n'a aucun problème à agir dans les compétences du fédéral quand c'est nécessaire. Puis c'est le genre d'enjeu où est-ce que c'est nécessaire de le faire, on va le faire avec grand plaisir. C'est une responsabilité fédérale, mais c'est pas une excuse. Puis maintenant, tu l'as bien dit tantôt, dans ma tournée sur le terrain, dans toutes les communautés, la première priorité, c'est le logement. Puis c'est aberrant de voir qu'aujourd'hui, le fédéral, non seulement ne tient pas
sa part de responsabilité, mais on vit la même chose au Nunavik, où dans ce cas-là, ils décident de bâtir sans nous consulter, sans qu'on travaille ensemble, puis nous, on doit absorber le déficit d'exploitation, et là, c'est à cause des problèmes, on ne se parle pas. Fait que rapidement, on a demandé, provincial, fédéral, Nunavik, on doit travailler ensemble, regarder où les logements vont être bâtis, puis donner suite à ça, que ça tienne la route. Hors communauté, on en a fait beaucoup. On a fait 3 endroits avec du logement pour les étudiants. On a commencé par Sept-Îles, Trois-Rivières, Québec. As recent events have shown, Indigenous people have difficulty gaining equitable access to various state care and services. What would you do to enable culturally safe service delivery for Indigenous women and girls and for all of our members? In addition, many people are asking if you intend to respond to the request of all of our nations for the recognition of systemic racism and to adopt and implement the Joyce Principles. Vous savez que sur le terme précis de racisme systémique, on a une différence de point de vue au Parti québécois. Nous, on parle de racisme institutionnel. Je vous dirais que dans notre compréhension, ça veut dire que c'est plus qu'une structure qui est responsable des conclusions. C'est qu'il y a des lois, puis qu'il y a des écrits, puis il y a des pratiques, puis il y a des politiques qui le sont, comme entre autres la loi sur les Indiens, mais pas seulement la loi sur les Indiens du fédéral. Il y a des pratiques qui doivent changer au niveau du Québec et donc, entre autres, la sécurisation culturelle doit être intégrée. Il y a du racisme systémique au Québec. Ça ne dit pas que les Québécois sont racistes. Je pense qu'il faut, oui, adopter le principe de Joyce, de mettre en place un projet de loi sur la sécurisation culturelle, une idée qui était bien proposée par Véronique Yvon à l'époque. Et quand même, on a eu des discussions avec Manon et Yann à l'Assemblée nationale, mais je pense que c'est très important de mettre ça en place le plus rapidement que possible. Être à l'écoute, ça veut dire parfois de changer nos plans, puis c'est un bel exemple dans ce cas-là. Sécurisation culturelle, on aurait pu le passer dans un autre projet de loi. Puis quand on a parlé à nos partenaires autochtones, ils nous ont dit que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était vraiment un projet de loi uniquement dédié à ça. Alors, on a décidé, même si politiquement, ça n'a pas été gagnant, mais pas du tout, de mettre ça de côté en disant, on va y travailler pendant l'été, et le prochain gouvernement en place pourra présenter ce projet de loi-là qui est fort important. Alors, c'est du travail à faire, parce que oui, il y a du racisme systémique, il y a de la discrimination, oui, il y a de la formation qui a été faite, mais ce n'est pas une formation de 3 heures qu'on va changer les affaires. C'est qu'il faut changer les paradigmes. Et ça commence par un leadership assumé de notre chef d'État notamment, qui reconnaît clairement qu'il y en a du racisme systémique et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir s'attaquer aux racines du problème. 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi fédérale C-92, Obidjewaan est devenue la première communauté autochtone au Québec à être totalement autonome en matière de protection de l'enfance et la 4e au pays avec l'adoption de sa loi sur la protection sociale Atikamekw. 16 communautés comptent emboîter le pas et aussi prendre en charge la protection de leurs enfants. Suite à l'avis de la Cour d'appel du Québec, qui confirme notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille, le Québec a malheureusement décidé de porter cette décision en appel à la Cour suprême. Appuyez-vous cette démarche? Comment comptez-vous appuyer les Premières Nations dans leur démarche de prise en charge de la protection de leur jeunesse? Je ne suis pas d'accord avec l'approche, avec la contestation par le gouvernement du Québec. Je pense que c'est mieux de passer par la voie de négociation et discussion ensemble. C'est sûr, pour toutes les communautés, c'est une cas par cas base pour mettre en place un système qui marche pour eux autres. Mais je crois fortement que la meilleure façon de prendre soin de nos enfants dans ces situations-là, c'est par les propres communautés et que les enfants sont capables de rester dans leur communauté. La commissaire Laurent, mon collègue Lionel Carman l'ont dit, qui de mieux placé que les Autochtones pour s'occuper des enfants autochtones? Et ça, on est tous d'accord. Présentement, oui, on est dans on va se le dire, dans une chicane de compétences avec le gouvernement fédéral. Et pourquoi? Parce que ce que ça nous donne présentement, c'est l'obligation dans une période d'1 année. Donc, on a seulement 1 année pour s'entendre, pour trouver une solution avec les Premières Nations. Puis, il n'y a pas de mur à mur. Et ça, Greg l'a bien dit, ça dépend des communautés. Il y a des ponts à créer, mais c'est définitivement pas, à mon sens, à moi, en gaspillant de l'argent public, votre argent, puis notre argent, dans une cause parce qu'on a juste 1 an puis qu'on n'arrivera pas à s'entendre dans un bout d'1 an. Moi, je pense juste que
C'est ça qui arrive quand on ne change pas de paradigme, quand on est pris dans une constitution qui dit « voici les paliers de gouvernement, on dépense de l'argent des avocats, je n'ai rien contre les avocats, au lieu de la mettre là où elle est nécessaire. » Il y a deux valeurs au Parti québécois qui s'affrontent de manière importante, c'est-à-dire le respect très important des compétences du Québec et l'accord qu'on a que ce soit les communautés qui puissent s'occuper de la DPJ pour les communautés autochtones. Puis je vous dirais, en fait, le plus important, c'est le deuxième. C'est-à-dire, c'est quoi la finalité qu'on veut? C'est que ce soit les enfants soient pris en charge par les communautés. C'est ça qui est important. Là-dedans, honnêtement, le fédéral, il joue un jeu qui est le sien, là, que je ne commenterai pas pour rester poli. Là. Au retour, les 4 partis présentent leur position sur les impacts de la loi 96 envers les Premières Nations. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Dans la dernière partie du débat, les partis présentent à tour de rôle leur position sur l'exemption aux étudiants des Premières Nations de la loi 96. Puis chaque candidat a eu 1 minute pour conclure leur échange. Les voici. On May 24th, the CAQ government adopted Bill 96, which aims in particular to reform the charter of the French language. The First Nations have proposed various exemption scenarios which have so far remained a dead letter. Bill 96 poses systemic barriers that undermine the educational success of First Nations members and threaten the preservation of their ancestral languages. Does your party support the proposed language exemption proposals for First Nations students? If so, how do you plan to do so? On pense, comme ça a été fait quand on a adopté la loi 101 dans le passé avec le gouvernement de René Lévesque, qu'il y a une voie de passage qui existe. C'est quoi cette voie de passage-là? Il faut s'asseoir, il faut en jaser. Là. Je ne dis pas qu'on la connaît, mais on est convaincu que cette voie de passage-là existe. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tantôt, la défense et le rayonnement de la langue française au Québec, c'est d'abord et avant tout pour la diversité de toutes les langues. Bien sûr, les langues autochtones, c'est de la diversité linguistique et culturelle aussi. Donc, on est d'accord avec ça. Il faut trouver la voie de passage. Il faut absolument avoir une exemption pour les Autochtones dans le projet de loi 96. C'est malheureusement, on n'était pas capable de trouver une voie de passage parce que je me souviens, moi et Mme Massé, on fait le débat avec le ministre Simon-Jolin Barrette, puis c'était non. Puis présentement, on a une définition. Il y a des francophones puis des anglophones historiques. Et je ne sais pas où les peuples autochtones tombent dans ces deux définitions. Alors, c'était un manque, malheureusement, de réflexion de la part du ministre. On s'est rendu compte que 96, oui, ça causait certains enjeux pour les Premières Nations, mais ça allait plus profond que ça. Il y a même des enjeux avec la loi 101. Alors, ce qu'on a dit, prenons le temps, et ça, j'ai eu l'entière confiance du premier ministre, prenons le temps de travailler avec les Premières Nations pour trouver une solution qui n'est pas mur à mur, une solution qui va répondre aux besoins des Premières Nations, parce que c'est très spécifique. Et c'est ce qu'on a fait. On a tendu la main, on a commencé des rencontres, on va continuer de se travailler, mais on veut trouver une solution, entre autres, au niveau de l'éducation, parce que c'est une vraie priorité, puis il faut faire en sorte que la diplomation ne soit pas freinée. Au niveau de Québec solidaire, on veut absolument réouvrir cette loi-là. Il y a plusieurs articles qui nous rendent profondément inconfortables, mais si je me concentre sur la question des Premières Nations, c'est des absences. Alors, je suis heureuse d'entendre que la Coalition Avenir Québec serait prête à réouvrir cette loi-là pour améliorer. Moi, je pense que c'est nécessaire. Puis on va être présent pour qu'elle soit parfaite. Alors, maintenant, c'est le temps pour le mot de clôture. Vous avez chacun 1 minute. Et on va débuter avec Mme Manon Massé. Bien, vraiment, merci tout le monde. Bien, merci à mes collègues aussi de cet échange qui s'est fait dans la vérité et dans le respect. Je l'apprécie. Je vous remercie aussi les gens qui nous écoutent, soit à distance ou présents. Je pense que un des enseignements que beaucoup d'entre vous m'avez fait, et je l'ai encore entendu ce soir, c'est l'importance du respect. Et que souvent, sur votre territoire ancestral, vous ne vous sentez pas respecté. Et moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je sais que le Québec est une terre d'accueil. Comme vous nous avez accueillis,
Alors, j'invite le Québec, avec Québec solidaire, à se dire, OK, on est prêt à le relever. On reconnaît que le colonialisme nous a tous maganés, vous autres plus que nous autres, puis on prend ça à bras-le-corps, puis on va l'avoir ensemble. Merci. Merci. Monsieur Lafrenière. Merci beaucoup. Vous savez, on doit saisir toutes les occasions qui nous sont données de parler des enjeux autochtones. C'est ce qu'on a réussi à faire ensemble ce soir. Bravo. Merci. 3 octobre prochain, si on a le privilège de continuer avec vous, voici ce qu'on s'engage à faire. Continuer de développer l'économie du Québec ensemble. Continuer notre lutte au changement climatique ensemble. Continuer de construire des résidences pour que les étudiants autochtones puissent aller au bout de leurs rêves. Continuer d'améliorer le système de santé pour que les Autochtones se sentent bien. On doit continuer de demander des réponses, de donner des réponses aux familles qui cherchent leurs enfants disparus. Vous me permettez de prendre un instant puis de saluer des travailleurs de l'ombre. Je parle des professionnels du secrétariat aux affaires autochtones, des membres du cabinet des affaires autochtones qui font un travail incroyable. Je les salue, je les remercie. Parce qu'on a tous un devoir de mémoire, n'oublions pas le 28 septembre prochain, la commémoration de Joyce Echaquan et la Journée nationale Vérité et Réconciliation du 30 septembre prochain. Je vous remercie tous, toutes. Thank you all. Oleone, Miigwech, Sienawink, Chinashkimitnar, Nakormik, Waliwan, Wilalin, Niawan. Merci. Merci. Maintenant, c'est à votre tour, M. Kelly. Merci. Merci à vous autres. Merci pour toutes les questions. Je suis fier que dans cette période des élections, nous avons plusieurs candidats autochtones dans toutes les signes de toutes les formations politiques. Je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Québec. Mais oui, j'ai un message pour le Premier ministre du Québec. Arrêtez de chicaner et de faire la politique de la division avec les peuples autochtones du Québec. It's not right. The politics of division, words, they all matter. And it has been tiresome over the last 4 years to often have to listen to the Premier excuse himself yet again for saying things that were hurtful. We have to restore a tone where we are respectful to one another. But not only that, I firmly believe that if you are Francophone, Anglophone, Allophone, or Indigenous, you all belong here. You all have a place in building the future of Quebec. And that's the message I want to carry to everyone today, that as long as I'm elected, and the Liberal Party will always fight for that message of inclusion. Thank you. Monsieur Gagné-Lebrun, c'est à vous. Oui, merci à tous d'être ici, mes collègues aussi. Je peux dire collègues, comme qu'on est candidat, c'est quand même le fun. Merci pour l'organisation du débat, l'existence de ce débat-là. C'est fondamental. Je veux juste conclure peut-être avec une anecdote. Après 2018 au Parti québécois, après le résultat électoral, la première chose qu'on s'est dit à l'interne au parti, c'est le temps qu'on se redéfinisse, qu'on se dise qui sommes-nous comme parti. Dans cette réflexion-là à l'interne est venue la question du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. On était à l'interne, les personnes qui rédigeons le document, on était d'accord, mais la question, c'est est-ce qu'on osait le mettre au vote avec nos militants? Parce qu'on se demandait, ils étaient où nos militants, surtout quand ça fait un bout, tu les as pas vus, tu ne sais pas. On a osé, et à notre grande surprise, je pense que nos militants représentaient comme l'ensemble du Québec, c'est-à-dire qu'on pensait avoir un gros débat, puis en fait, nos militants en ont ajouté, disant que qu'est-ce qui était écrit, il n'y en avait pas assez, il fallait aller plus loin avec les peuples autochtones. Je pense que le Québec est rendu là. Là, il est temps que les bottines suivent les babines, par contre. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour plusieurs, cette semaine est la semaine de la vérité et réconciliation. Nouvelle nationale d'APTN vous souhaite bonne semaine. Yamé Wensi.